Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui vivent toujours dans la séquence post-résultat des élections européennes avec évidemment le sujet idiosyncratique français et la conclusion de tout ça, c'est bien que le facteur politique est aujourd'hui un facteur qui redevient un driver pour les marchés de la zone euro. On le voit à travers la devise, à travers les actions et surtout à travers la réapparition de tensions obligataires souveraines avec cette mesure du stress ou de l'incertitude, le spread entre l'OAT et le Bund, l'écart de rendement entre la dette française à 10 ans et la dette allemande cœur pour la zone euro. C'est donc cette mesure qui nous indique le niveau de stress du marché aujourd'hui. On est au-delà de 60 points de base pour ce spread franco-allemand. Vous aurez tous les détails des réactions de marché qui se poursuivent aujourd'hui dans un instant avec Pauline Gratel. Marché et risque politique, ce sera le sujet évidemment à la une de Planète Marché avec nos invités dans quelques instants. Et puis l'autre gros morceau qui arrive très vite, dès demain, c'est la communication de la Réserve fédérale américaine qui va remettre à jour ses perspectives macroéconomiques et ses perspectives également en matière de trajectoire de taux directeur. La Fed était restée sur l'idée qu'elle pouvait peut-être baisser 3 fois ses taux cette année. On verra comment les projections auront évolué, sans doute un peu à la baisse. Le marché d'ailleurs a largement rectifié son pricing, ses anticipations en matière de baisse de taux du côté de la Réserve fédérale américaine. Autour de 1, peut-être 2 baisses de taux possibles cette année. Voilà ce qu'estiment les marchés à ce stade. Et puis avant la communication de la Fed, les investisseurs prendront également connaissance du dernier rapport sur l'inflation américaine pour le mois de mai. Ce seront donc les 2 gros marqueurs de la journée de demain. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons plus spécifiquement sur le thème des small et mid cap en Europe à travers notamment le prisme de l'actionnariat familial. Et c'est la gérante du fonds Richelieu Family, Clémence de Rothiacob, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés avec vous, Pauline Gratel, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Autant le dire, les marchés et les actifs de la zone euro restent plombés depuis hier et depuis les résultats des élections européennes et de la situation spécifique française. Les investisseurs digèrent toujours les annonces politiques de ce week-end et attendent 2 rendez-vous majeurs demain, l'inflation américaine de mai et la décision de la Réserve fédérale qui commence d'ailleurs sa réunion ce mardi. Les bourses européennes sont à nouveau dans le rouge aujourd'hui. En France, le CAC 40 perd encore plus de 1,3% et flirte avec le seuil des 7800 points tout au long de la journée. Oui, conséquence de la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président français Emmanuel Macron, les tensions obligataires se réinstallent sur les marchés souverains en zone euro. Et l'agence de notation Moody's craint que les nouvelles élections législatives ne menacent la note de crédit de la France à la baisse. Le 10 ans français continue de se tendre jusqu'à 3,30% aujourd'hui, au plus haut depuis novembre. Les autres rendements européens sont stables avec un rendement à 10 ans à 2,65%. Le plus haut... Le spread entre ces 2 obligations bondit donc à 65 points, de 10 points de base au plus haut depuis octobre dernier. L'euro, lui, reste plombé face aux autres devises et notamment face au dollar autour de 1,07. Ouais. Et puis les secteurs en première ligne, effectivement, sur lesquels la pression est la plus forte, on pense toujours bien sûr au secteur bancaire qui poursuit son repli. C'est l'un des secteurs perçus comme un des plus exposés au risque politique. Crédit Agricole perd 4%, Société Générale et BNP Paribas plus de 3%. En Europe, plus largement, le secteur bancaire perd plus de 2%. Sur le front de la macroéconomie, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui du rapport sur l'emploi britannique pour le mois d'avril. Oui, le rapport sur l'emploi britannique a montré de nouveaux signes de ralentissement en avril. Le taux de chômage ressort légèrement au-dessus des attentes à 4,4% en avril contre 4,3% en mars. Le nombre de demandeurs d'emploi bondit à plus de 50 000 contre un peu plus de 8 000 le mois précédent. La croissance des salaires s'établit à 5,9% en avril, similaire
similaire au mois précédent et contre un consensus de 5,7%. Et puis dans l'actualité des entreprises, c'est le début d'un nouveau chapitre pour Atos qui a finalement fait son choix. Oui, et c'est l'offre du consortium de OnePoint menée par David Layani, avec laquelle Atos poursuit les négociations pour sa restructuration financière au détriment de celle de Daniel Kretinsky. Le titre chute de 13% au cours de la séance. Autre info, aux États-Unis, la conférence développeurs d'Apple se poursuit. L'entreprise décide d'intégrer ChatGPT dans ses produits. En partenariat avec OpenAI, Apple annonce une mise à jour de Siri qui pourra désormais répondre avec l'aide de l'IA, baptisée Apple Intelligence. Le titre est en hausse de 1% à l'ouverture de Wall Street. Bon, et la journée de demain sera évidemment très importante, Pauline, avec un agenda très américain. Oui, les investisseurs prendront donc connaissance des chiffres de l'inflation américaine de mai et de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel qui nous accompagne sur Bismart. Trois invités avec nous comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est à nos côtés, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Laurent Dédier nous accompagne également. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée et Hervé Gouletker qui est avec nous également, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir et bienvenue Hervé. Bonsoir. Merci d'être là. Marché et risque politique, je le disais, la politique redevient ces dernières heures le market driver des marchés en zone euro, 60-65 points de base entre la dette française à 10 ans et la dette allemande à 10 ans. C'est donc la mesure que désormais tout le monde regarde à nouveau pour évaluer le stress ou l'incertitude générée par la décision spécifique française d'Emmanuel Macron dans le contexte du résultat des élections européennes. Depuis 2 jours, là, comment est-ce que vous regardez les réactions de marché? Quel est le rationnel justement des réactions qu'on peut observer de la part des investisseurs sur ces actifs européens, Hervé? On était déjà dans un environnement où les enjeux européens étaient très forts, qu'ils soient diplomatiques avec les guerres autour de nous, qu'ils soient politique, il y avait les élections européennes, il y avait déjà les faiblesses que l'on sentait chez nos amis allemands, chez les Français, et puis en se projetant, il y avait l'ombre des élections américaines. Et puis sur la scène économique, on voit bien qu'il y a cette faiblesse de la croissance, ce retard accumulé par rapport aux États-Unis, l'énormité des dépenses publiques que l'on a face à nous, quasiment 1000 milliards par an, avec une situation de compte public qui n'est pas très bonne, et puis, pour se rapprocher des marchés, une inflation dont on ne sait pas très bien quel est son profil. Donc, on était face à beaucoup d'enjeux qui nécessitaient que la barre de la politique économique soit bien tenue. Une gouvernance à la hauteur des enjeux, si je puis dire. Et là, on vient d'embarquer alors, des incertitudes générales sur l'Union et des incertitudes particulières sur la France. Les incertitudes générales sur l'Union, eh bien, c'est que la droite dure a remporté 25% des sièges du Parlement européen. Est-ce que cette droite dure est capable de remettre en cause l'axe central, centre-gauche, centre-tout-court, centre-droit, qui pilote l'Union européenne? A priori non, mais on sait que la discipline de parti au Parlement n'est pas très bonne. Et donc voilà, quelle va être la pression de ces 25% des membres sur les votes au Parlement et par-delà sur les décisions de l'Union. Donc là, on a un problème, tout au moins une visibilité qui a baissé. Et puis, il y a le cas français. Le cas français, deuxième économie, membre du Conseil de sécurité, la première armée du continent, la première diplomatie du continent. Tout ça, ce n'est pas rien dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, dont on ne sait pas si demain, on aura un gouvernement, même si on est dans une logique de cohabitation, mais un gouvernement de gauche
et peut-être de gauche musclé, un gouvernement de droite, peut-être de droite dure, ou un gouvernement pas très équilibré, un peu comme celui que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire n'ayant pas de majorité à la Chambre. Donc en fait, derrière cette hypothèque que l'on peut jeter sur la France, eh bien, il y a un phénomène d'amplification sur le regard que l'on jette sur l'Europe. Je crois qu'on en est juste là. Donc on est face à une incertitude. Alors la certitude, ça ne dit pas que cela va finalement aller dans telle direction ou dans telle autre. En la matière, on peut faire des tas de choix. Tous restent hypothétiques, mais ça oblige finalement au minimum à la prudence, voire à attendre. Et c'est bien payé. Enfin, de ce que vous voyez des mouvements de marché sur l'euro, le spread à 60-65 entre la France et l'Allemagne, c'est faire au regard de la description que vous faites, ça paraît juste, ça paraît équilibré, ou c'est peut-être qu'un début? Moi, je pense que c'est la dynamique et la direction qui fait sens. Le niveau, hélas, on ne sait pas. On voit bien qu'il y a une augmentation du spread, oui. 65 centimes, bon, c'est avec une perspective courte un peu haut. Si on prend une perspective élargie, c'est pas haut. Mais on a bien l'impression aujourd'hui qu'au cours des semaines qui viennent, en fonction de ce que sera l'actualité, ça peut monter plus haut ou pas. Laurent, vos commentaires et cette question, effectivement, 60-65 points de base entre la France et l'Allemagne, est-ce que ça paraît correctement ajusté au regard des risques ou de l'incertitude générée par cet environnement politique depuis 2 jours? Je pense que la synthèse qui a été faite est très bonne et je la partage. Maintenant, j'ai envie de dire 65 centimes, c'est peut-être un petit peu de tension. La question qu'on se posait tout à l'heure hors plateau, c'est est-ce que le 50 d'avant les élections n'était pas plutôt une anomalie en disant quelque part le risque français n'est plus considéré et le risque politique globalement en Europe n'est pas du tout adressé par les investisseurs et tout le monde dormait tranquille en se disant c'est une élection, un non-événement et l'histoire va continuer à se dérouler. C'était pas prévu pour que ce soit un market mover les élections européennes. À ce point-là, c'est certainement pas. Maintenant, après, j'ai envie de dire que les acteurs économiques et les investisseurs, ils ont aussi la tête dure et ils ont une certaine mémoire et on a l'habitude, entre guillemets, de ce genre de choc politique. On ne va pas tous les citer, mais à nos frontières en Italie, Meloni, Trump, le Brexit, etc., dans les émergents aussi. Et donc, ça nous a appris quoi alors ? Que nous apprennent ces expériences assez récentes, on n'est pas obligé de remonter 150 ans en arrière pour... Alors, si on regarde ce qui s'est passé en Italie, le fameux indicateur qu'on regardait sur la partie obligataire, ce spread qui était entre le BTP, donc les obligations d'État italiennes, et les obligations d'État allemandes, est passé de 100 à 250 sur la séquence. C'est-à-dire qu'on a eu 2,5 fois, entre guillemets, la tension. Donc si on se dit qu'en France, on était à 50 et qu'on fait ce même mouvement, on pourrait aller vers les 100 plus. Est-ce que c'est la trajectoire? Je ne sais pas. En revanche, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est un débat, et je pense que c'est un débat qui va être pas infini, mais en tout cas qui va animer le mois glissant pour vous, c'est quelle est la trajectoire, entre guillemets, de la future gouvernance française et, entre guillemets, de la direction de ce Parlement européen qui, aujourd'hui, on pourrait se dire, est protégé, mais peut-être qu'il faudra adoucir la politique écologique, peut-être qu'il faudra modifier les marges de manœuvre vis-à-vis des États et de la restriction et de la nouvelle austérité budgétaire qui redevenait, entre guillemets, un leitmotiv assez régulier qui a expliqué ce qui s'est passé en France, le downgrade, etc. Après, si je prends un peu de recul, mon souffle, et que j'accroche bien à mon cœur, je me dis que cette incertitude qui crée de la volatilité, elle crée aussi l'opportunité. Et donc, je pense que pour des gens qui sont dans des physionomies de moyen-long terme, utiliser ces petits accidents de marché qui sont des chocs, c'est en général plutôt créateur de valeur. C'est maintenant ou on attend de voir, parce que là il y a un aspect tactique même. Alors si j'avais, Laurent, mais oui, vous entrez dans la partie tactique du métier là. Si j'avais une boule de cristal, je dirais que si je suis client de banque privée, moi j'appelle ce matin. Qu'est-ce que je fais avec mes actions françaises, avec ma dette française, avec mes actions ou mes actifs européens? Je pense que la bonne réponse, si quelqu'un n'est pas assez investi sur les marchés d'actions, et peut-être qu'on pourra revenir plus tard sur les sous-jacents de pourquoi l'Europe redevenait attractive. Et quels sont les risques, comment ils ont pivoté ou pas récemment, faut probablement y aller en 2 fois ou en 3 séquences dans les 4, 5, 6 semaines qui viennent. Y aller tout de suite, c'est peut-être la meilleure des idées, mais c'est pas l'idée la plus sage. Donc se dire, voilà, je commence maintenant, parce que là, il y a beaucoup de bruit, et on est vraiment dans l'émotion, et c'est l'émotion qui prend le dessus sur la décision froide et la rigueur, entre guillemets, et peut-être de se faire une dernière séquence entre les 2 tours pour faire la deuxième moyenne, si jamais il y avait beaucoup de volatilité à ce moment-là. Ouais. Bon.
comment vous regardez effectivement ce retour du risque politique alors, en Europe et en France particulièrement, Laurent le soulignait, on avait peut-être oublié le risque politique français. Et dans le même temps, ça restait un des grands arguments des investisseurs globaux à travers, par exemple, les notations des agences. Oui, il y a les métriques financières de la France qui se dégradent, la trajectoire budgétaire, fiscale, etc. Mais à côté de ça, il y a des actifs qui ont énormément de valeur, à commencer par la force des institutions et la stabilité du paysage politique. Alors nous, on le regarde en tant qu'investisseur, évidemment. Et de ce point de vue-là, je dirais que, jusqu'à preuve du contraire, ça n'enlève rien à l'attractivité de l'Europe en tant que terre d'investissement pour dans les entreprises et sur des actifs type immobilier, infrastructure, à condition évidemment d'être sélectif et d'être local. Donc ça change rien à cette dimension-là. Après, j'ajouterais 3 pistes de réflexion là-dessus. La première, c'est que effectivement, l'arrivée potentiellement au pouvoir de partis plus nationalistes en Europe peut il y a un petit risque effectivement de faire dérailler la cohérence européenne en termes de politique, de souveraineté, et je pense notamment aux politiques d'investissement d'émanation de la Commission européenne, type Fonds européen d'investissement, etc., qui avait déjà, qui faisait déjà un énorme effort pour réconcilier, on va dire, les intérêts des États et investir de manière cohérente dans le financement de l'économie réelle. Bon, ça, il y a un petit risque là-dessus, effectivement. Il y a un petit risque aussi spécifique à la France, qui est sur la construction de crédibilité de la France ces dernières années, qui, je pense, a été un succès auprès notamment des fonds souverains Moyen-Orient, Asie, des fonds de pension nord-américains, ou même sud-américain d'ailleurs, qui commençait à apprendre et qui était quand même basé sur la stabilité, sur l'aspect business-friendly en fait de l'attitude de l'État français, de la BPI, etc. Et là, il faudra voir si ça tient ou pas, si cette instabilité potentielle remet ça en question. Et puis, effectivement, il y a la trajectoire budgétaire, avec risque, effectivement, avec l'arrivée au pouvoir de partis plus imprédictibles que les partis de gouvernement, de la stabilité, de la trajectoire budgétaire qui peut déraper. Mais je dirais que de la même manière que l'élection par exemple d'un Donald Trump aux États-Unis ne remettrait pas en cause l'intérêt du marché américain dans son ensemble, je pense que là on est dans la même configuration. Il y a des invariants. Quand vous dites ça n'enlève rien à l'intérêt qu'on peut avoir pour les entreprises et les infrastructures en Europe, il y a des forces invariantes, il y a des enjeux, des défis devant nous qui... quelle que soit la gouvernance de tel ou tel État, alors la France étant un État membre peut-être plus important que d'autres, en termes de poids économique, d'histoire, etc. Mais vous dites, ça ne peut pas faire bouger ces thèmes-là. Soyons clairs, il y a des énormes opportunités d'investissement en Europe. Aujourd'hui, en immobilier, en private equity, notamment sur des tendances comme la transition énergétique, où l'Europe va rester leader sur l'apport de solutions, en financement d'entreprises, en financement immobilier, mais même en infrastructure. Et c'est pas le niveau d'incertitude politique qu'on voit aujourd'hui qui remette en cause ces convictions profondes. Partiellement, je dirais, partiellement uniquement, parce que la dispersion fait qu'aujourd'hui, on peut rentrer sur ce type d'investissement-là avec des espoirs de retour financier qui sont très en ligne avec le risque qu'on prend. Et donc, ça ne remettra pas en cause la pertinence de ces investissements-là, avec un petit peu plus d'incertitude, effectivement, sur la fiscalité, sur des choses comme ça. Mais... Hervé, c'est vrai qu'il y a l'exemple Mélanie a été cité par Laurent, notamment. C'est vrai que Mélanie, j'allais dire, c'est l'expérience qui montre que... il y a une forme de pragmatisme qui s'installe assez vite avec l'exercice du pouvoir en fonction des contraintes budgétaires européennes, etc. Il y a aussi, outre-Manche, eu l'épisode Liz Truss. Alors oui, ça a duré peu de temps, mais ça a été quand même d'une violence inouïe. Et je pense que ça a marqué les esprits de beaucoup de chancelleries et de ministres des Finances à travers l'Europe et peut-être même le monde. Ils en parlent également aux États-Unis dans la perspective d'une élection qui tournerait à l'avantage de Trump, par exemple. C'est un risque qui est explicitement identifié, y compris par le directeur du CBO. On en avait parlé même, je crois, d'ailleurs, avec vous, peut-être il y a un mois ou deux. Liz Truss, je crois que c'est une vraie erreur.
La situation britannique n'est pas bonne. C'est une économie de taille moyenne qui se cherche, avec un déséquilibre de comptes publics important. Bref, elle a fait un pas de travers. Les réflexes tant du pays que du parti ont fait dire c'est pas un risque que l'on peut prendre. On n'est pas face à une incertitude, c'était un risque. Elle a été mise de côté et puis on a mis quelqu'un à sa place qui avait la réputation d'être un meilleur gérant des affaires publiques, tout Brexiteur qu'il était. Oui. Donc moi je pense que là c'est vraiment une erreur et donc c'est pas tellement, à mon avis, un exemple pour l'Europe. En fait, si on veut être simple, en Europe, on a le choix. Est-ce que, avec la droite dure au gouvernement en France, mais on pourrait dire si on a la gauche extrême au gouvernement, ça pourrait ressembler. Mais c'était le risque, enfin l'incertitude du marché, avril 2017, avant le premier tour de l'élection présidentielle, où certains sondages commençaient à donner Mélenchon, Marine Le Pen au deuxième tour, et c'est là qu'on avait vu le dernier épisode de stress sur le spread français jusqu'à 75-80 points de base. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que le Rassemblement national n'a pas viré sa cutie, mais a quand même incorporé une certaine dose de raison dans son regard sur la politique et dans son regard sur l'économie. Donc en la matière, il y a 100 ans, il y a eu quand même un pragmatisme qu'on ne retrouve pas du côté de l'extrême gauche, de la France insoumise. La gauche radicale, oui. Mais en fait, il y a Mélanie d'une part, puis il y a Orban de l'autre. C'est ce que vous dites. Alors, Mélanie, c'est ce mélange de populisme et de pragmatisme. Orban, c'est du populisme plus pur sucre, si j'ose dire. De quel côté pencherait-on ? On pencherait sans doute du côté de Mélanie, mais on verrait en même temps apparaître les Néerlandais qui seraient plus en forme, on verrait les Suédois apparaître plus en forme, et puis on ne sait pas ce qui se passera ailleurs. Donc on aurait tout de même un axe central en Europe qui changerait un peu par rapport à celui qui était quand même assez influencé par la France et l'Allemagne, la France aurait viré kazakh, l'Allemagne est affaiblie. Donc, même si c'est du Mélanie, avec un poids politique de ce courant en Europe, on aurait sans doute tout de même une politique plus affirmée que celle de Mélanie à l'heure actuelle. Donc c'est Mélanie plus, mais plus n'étant pas dans le bon sens vraisemblablement. Il faudrait vivre avec cela. Est-ce que ça change tout ? Non. Est-ce que l'Europe serait sanctionnée par les marchés de capitaux, par exemple, et au titre des sanctions mises par les marchés, ça obligerait à revenir vers une politique plus centriste, plus raisonnable ? Peut-être, en Europe, et il faut se souvenir de notre cas de figure, alors il était un peu extrême, 81, la gauche au pouvoir avec François Mitterrand, on a quand même une politique assez hétérodoxe, faire de la relance alors que le monde est en récession, c'est quand même juste énorme, des nationalisations peut-être pas très utiles. Il a fallu 1 an et demi pour revenir à une politique plus classique. Donc en fait, il y a une dimension temps dans cette histoire. Je pense que il n'y a pas de raison de sonner le tocsin. N'empêche que Mélanie, c'est une image qu'il faut prendre avec prudence. Et il y a cette dimension temps dont on ne sait pas grand-chose. En France, il y a un peu plus de 40 ans, ça avait quand même duré près de 2 ans. Oui, bien sûr. Oui. C'est 83 c'est tournant. 83, le tournant. L'orthodoxie, de la rigueur, comme on disait. Sur les fondamentaux des actifs européens, je veux bien qu'on y revienne, effectivement, Laurent, puisque l'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir peut-être profiter de cette volatilité comme des opportunités d'entrée ou de renforcer des positions sur les marchés européens. Quels sont les rationnels qui vont derrière, justement, et au-delà de l'incertitude politique du moment ? Oui, je crois qu'il y a 4 facteurs positifs et un qui vient de devenir légèrement négatif depuis ce week-end. Parmi les facteurs positifs, je pense qu'on peut considérer quand même que la croissance économique européenne était en train de très légèrement et modestement réaccéléré parce qu'on avait des bases de comparaison très faibles, mais on voyait qu'on était en train d'arriver tout doucement vers une petite accélération. Et donc, si on se projette l'année prochaine,
avec les baisses de taux qui ont commencé de la BCE la semaine dernière et qui vont peut-être continuer. Alors là, on va mettre un bémol, même si le marché les anticipe, et on ne sait jamais. On voyait quand même qu'il y avait un facteur économique sous-jacent qui était meilleur. Ça se traduisait par une accélération et un début de révision à la hausse des bénéfices des entreprises avec la séquence des dernières publications du premier trimestre. Et on voyait que il commençait à y avoir un peu d'élasticité à la hausse sur ces révisions. Et si on se projette sur une croissance économique européenne un petit peu plus forte l'année prochaine, anticiper 10% de croissance réelle des bénéfices des actions européennes, c'était pas une hérésie. Donc ça nous donnait le sourire. On avait quand même ce facteur valorisation. Alors valorisation en relatif contre les États-Unis, on ne va pas faire de débat. Je pense que c'est un sujet éternel, mais c'est toujours attractif. Et en absolu, c'est pas choquant, surtout si on rentre dans une séquence d'accélération des bénéfices et, entre guillemets, de réduction de taux de la Banque centrale. Il commençait, et je vous en avais très bien parlé tout à l'heure, sur certains secteurs, à poindre un retour de fusion-acquisition, de M&A. L'opération Neoen, mais on pourrait en citer plein d'autres dans différents secteurs. Et donc, on voyait que l'Europe retrouvait une certaine attractivité en termes de terreau d'investissement pour les investisseurs internationaux. C'est certain qu'il y en a qui ont jeté l'éponge en Espagne ce matin, mais il y a des sujets qui redevenaient intéressants et on se disait ça fait de l'attractivité, ça va soutenir le marché. Le petit bémol négatif que j'introduirais maintenant depuis 48 heures, c'est que face à cette un peu cacophonie politique européenne et surtout française, peut-être que certains grands investisseurs internationaux, qu'ils soient en Australie, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, vont se dire la zone euro, c'est non investissable à court terme. Okay. Le flux, je vais le déplacer vers d'autres zones qui ont peut-être les mêmes facteurs de réaccélération, un peu marché value, une banque centrale qui devient plus accommodante. C'est notre petit risque, c'est qu'on a besoin du flux. Cet acheteur marginal pourrait nous manquer. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire qu'il pourrait nous manquer, mais je peux comprendre qu'il temporise. C'est toujours un concours de beauté sur les marchés, effectivement. Malheureusement. Si c'est moins beau d'un côté, on trouvera plus joli ailleurs. Est-ce que ça renforce quand même l'idée du thème de la souveraineté ? C'est un thème d'investissement alors qui est partagé, que vous défendez largement chez Tikehau, Thomas. Je veux dire, ces nouveaux équilibres au Parlement, est-ce que ça renforce cette idée quand même d'autonomie stratégique ou est-ce que ça la perturbe ? C'est ce que vous laissiez entendre tout à l'heure. J'en sais rien. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que... Parce que c'est quand même en sous-jacent de ces élections. Enfin, je veux dire, cette idée de l'autonomie stratégique, de l'indépendance, etc., elle est reflétée aussi quand même dans la projection qu'on peut faire du Parlement aujourd'hui. Oui, un peu plus nationaliste, etc. Mais protectionniste peut-être. Mais c'est pas que ça, la souveraineté. La souveraineté, c'est une vision de long terme. Si vous n'avez pas de vision de long terme, vous ne pouvez pas construire une politique de souveraineté. Enfin, c'était dans les années 60, les années Pompidou, etc. C'était le nucléaire à horizon 40 ans. Bon, il faut ça. Voilà, donc s'il n'y a pas de stabilité politique avec une alternance trop importante, une instabilité fiscale, etc., vous ne pouvez pas construire une politique industrielle qui tient la route ou une politique de souveraineté. Et donc, à moins d'avoir je dirais une logique économique ultra forte avec une doctrine très, très, très ancrée comme aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, moi, j'attends de voir la vision de long terme. Qui dit souveraineté, division de long terme. Un horizon et une stabilité pour mettre à bien les projets. On gère des fonds de private equity, notamment pour le compte de certains gouvernements, etc., ou en partenariat avec de la sphère publique pour la consolidation de certains secteurs, etc. Si vous ne pouvez pas vous inscrire dans la durée sur ces choses-là, et la durée c'est 10 ans, 20 ans, ça ne sert à rien. Donc c'est plus ça. Et donc il faudra voir les gens qui sont au pouvoir s'ils sont prêts à prendre cette vision de long terme dont on a vraiment grandement besoin, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez des banques centrales pour passer un peu du coq à l'âne, mais bon, tout est aussi lié également. Les orientations de politique budgétaire, fiscale pourront avoir une influence aussi sur les décisions de politique monétaire future. On a eu la BCE, on aura la Fed demain. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'il y a quand même quelques baisses de taux à venir devant nous aujourd'hui ? Sûrement quelques-unes à horizon fin 2025 probablement. Maintenant, nous, on ne déroge pas à la vue qu'on avait il y a un an, enfin en tout cas en début d'année, on était très sceptique sur la capacité des banques centrales à couper les taux de 150 points de base à peu près de chaque côté de l'Atlantique. Donc ça, on reste là-dessus parce qu'on pense qu'il y a des pressions inflationnistes structurelles. On en a parlé plein de fois sur ce plateau, donc on ne va pas revenir dessus. Donc
Ça, je pense que les taux baisseront marginalement, mais pas, on ne reviendra pas aux taux ultra bas, ce qui va provoquer beaucoup de dispersion, et notamment de dispersion dans les performances des portefeuilles des gérants pour une même classe d'actifs, je dirais, et probablement des tensions sur la liquidité. Les coûts de financement des entreprises vont rester sensiblement plus élevés qu'avant. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, encore une fois, ça va faire le tri. Voilà. Et sur l'attractivité de l'Europe, je pense aussi que autant sur les marchés cotés liquides, il y a effectivement des alternatives intéressantes à regarder ailleurs qu'en Europe pour des allocataires d'actifs globaux, autant sur les marchés non cotés par exemple, c'est beaucoup plus compliqué parce que en dehors des États-Unis, si vous voulez diversifier votre allocation d'actifs, l'Europe reste incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le non coté, l'Asie est encore un marché relativement petit, le Japon, le private equity est naissant. Ouais, c'est exactement. Ça. Ouais. L'Inde, il y a un gros marché d'infrastructure, mais ça reste quand même des petits marchés. Et donc l'Europe est incontournable. Et donc l'intérêt des gros investisseurs asiatiques du Moyen-Orient ou d'Amérique du Nord qui veulent diversifier en dehors des États-Unis sont obligés de regarder l'Europe. Ouais. Voilà. Ouais, non mais très bon point. Il y a des projets forts, lourds, structurants, importants en Europe qui justement ont des tailles suffisantes pour accueillir des investisseurs globaux qui ont les poches pleines aujourd'hui. Je reviens sur les banques centrales. Oui, Hervé, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade ? La BCE a initié le mouvement. Il y a eu la Banque du Canada avant, dans les banques centrales G7. On attend la communication de la Fed demain. Est-ce qu'on peut imaginer un début de commencement d'une ouverture de la Fed vers quelque chose qui pourrait se matérialiser par une baisse de taux à un certain point ? Alors, un début de commencement de quelque chose, oui, mais il faut dire tout ça. D'accord, ok. Elle ne va pas se dédire ou elle ne va le faire que marginalement. Donc, elle avait inscrit dans ses trajectoires des baisses de taux. Il y aura toujours des baisses de taux. Mais fondamentalement, la question de la Fed est le symétrique de la question de l'Europe. Aux États-Unis, si on regarde l'inflation, en aval, on est un peu élevé, disons autour de 3%, mais en amont, quand on voit les coûts salariaux unitaires, donc les salaires moins la dynamique de l'inflation, on est plutôt confortable. Donc sur l'inflation, on pourrait se dire, le feu est presque au vert. Sur l'activité économique, le feu, il n'est pas au vert. Le taux de chômage est à 4%. Le retard de croissance accumulé pendant la crise de la Covid a disparu. Ah oui. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt bien. Alors c'est vrai qu'ils disent que le réglage est un peu serré et doit conduire à un ralentissement. N'empêche que ce ralentissement, il ne se produit que lentement. Le marché perd son latin. Un jour, il croit qu'il y a du ralentissement. Le lendemain, il dit « Ah ben non, il n'est pas là ». Donc en fait, il y a une logique d'attente. Et elle ne va pas se précipiter pour le faire. Donc, est-ce que ça va commencer cette année ? Si elle n'a pas envie de se dédire, elle le fera. Mais ça va être un peu comme la BCE. J'avais dit, je fais, mais maintenant que je fais, j'attends et je regarde. Passons à la BCE. La situation est à l'opposé. Du côté de l'inflation, à l'aval, ça va à peu près. À l'amont, ça ne va pas du tout, parce que comme on a des problèmes de productivité, les coûts unitaires galopent à 5% l'an, tout de même. Et donc, elle est gênée, mais elle a insisté sur l'aval, elle a dit on y est presque. Ouais. Mais en fait, elle a dit on y est presque parce que sur l'activité, on aurait besoin d'un coup de pouce. Oui. L'activité, elle s'améliore un tout petit peu, n'empêche qu'il faut une loupe pour voir qu'elle s'améliore un petit peu. La croissance européenne est très faible. Et donc, comme en plus, du côté des politiques budgétaires, l'orthodoxie, ça serait pas mal, avec des tas de questions en plus sur comment on finance toutes les dépenses qu'on a devant. Donc en fait, baisser les taux, ça serait bien. Elle ne s'est pas dédiée la semaine dernière en le faisant. Il n'empêche que depuis, on a compris qu'ils avaient fait le geste et qu'on allait attendre pour voir quelle suite on allait donner. Et donc la suite, c'est... Toute data dépendante qu'elle est, la BCE, il y a quand même de fortes chances qu'elle remette une baisse de taux en septembre et puis peut-être encore en décembre. Oui, on est à une par trimestre.
Oui, voilà. D'accord. Le mieux que l'on puisse dire, c'est une par trimestre, sachant que en plus, faudra bien voir comment elle va gérer, même si elle le dit qu'elle ne le gère pas, comment elle va gérer le couple taux de change, inflation. Oui. C'est quand même quelque chose qui est pas complètement simple pour elle. Mais l'euro remontait depuis 2 mois. Là, il y a eu un coup d'arrêt, effectivement, avec le facteur politique qu'on a évoqué précédemment. Il me semble que les environnements sont contradictoires et ne conduisent pas, en fait, aujourd'hui, à un potentiel important de baisse de taux de part et d'autre. Ça ira un peu plus vite du côté européen, peut-être pas pour la bonne raison des prix, mais je pense que c'est tout ce que l'on peut dire. Non, moi, ce que je trouve admirable dans cette histoire, c'est que les marchés ont revu leurs anticipations de taux des banques centrales. C'était complètement allé trop loin en début d'année, et que finalement, les impacts tant sur les taux que sur les actions ont finalement été assez faibles. Et je trouve que, je pense que c'est par hasard, ça n'a pas été voulu par les banques centrales, mais la stabilité financière qui a accompagné cette correction des anticipations, c'était quand même assez fort. Oui, même à un moment, on s'est demandé si ne pas avoir de baisse de taux, est-ce que c'était pas une bonne nouvelle finalement pour les marchés et pour les investisseurs. Bon, sur ces histoires de baisse de taux, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Laurent ? Et ça fait quand même bien partie des avantages que vous mettiez à l'actif de l'Europe notamment. Alors, on a plus de visibilité ou de lisibilité sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne versus celle des États-Unis. Mais si je fais 2 pas en arrière et qu'on se met en fin d'année dernière, je pense que la Fed, elle a rempli sa mission, j'ai envie de dire, de manière très intelligente et assez discrète. C'est quand elle pivote et qu'elle annonce qu'elle va baisser les taux l'année d'après, donc en 2024. Si on se souvient bien, le 10 ans perd 100 points de base. Et la seule conséquence qui est pour moi la plus admirable, parce qu'elle l'a fait de manière assez magique, c'est qu'au premier trimestre de 2024, on a les plus grands refinancements historiques qu'on ait jamais vus sur les marchés américains, sauf dans la période du Covid. Et elle a fait une grande chose, c'est qu'elle a permis de déplacer ce mur de la dette qu'on attendait tous, 25, 26, de manière effrayée aux États-Unis, à 28, 29 et 30. Et donc, quelque part, cette mission de protéger corporate America sur la partie bilancielle, elle l'a remplie avec un succès extraordinaire. On pourrait lui donner 20 sur 20 si on était au moment du diplôme. Et revenir derrière à un discours higher for longer ou high for longer, finalement, du coup, c'est moins douloureux parce qu'il y a eu cette fenêtre de tir qui a permis à un moment... Parce que le risque réel que l'économie pouvait laisser présager et que les investisseurs étaient en train de monitorer a été décalé. Et donc après, no landing, soft landing, des taux plus longs, plus élevés, etc., c'est des épiphénomènes qui créent de la volatilité, qui vont créer des opportunités, qui vont parfois créer aussi de l'incertitude, et on vit au quotidien avec ça. Mais globalement, chapeau bas, sa mission, quand elle l'a accomplie, et je ne sais pas si c'était leur objectif en fin d'année dernière, mais j'ose imaginer que oui, parce qu'eux ont une vision, et je pense qu'ils savent où ils veulent aller et comment ils vont nous y amener, même si de temps en temps, il faut faire des petits détours et que la route est parfois un peu bumpy, comme diraient les Américains. C'était ce chemin du premier trimestre et ce refinancement historique qui a permis de déplacer le mur de la dette. Et là, elle a rempli sa mission. C'était un des arguments phares, je me souviens, de décembre de Jérôme Powell. Nous avons bien conscience qu'en maintenant les taux directeurs à ces niveaux élevés, nous prenons le risque de générer des perturbations et un risque. Donc c'est comme un magicien. Il n'a rien fait et juste par les mots, il a permis que ça se produise. Bon. Et donc maintenant que la Fed baisse ou pas, finalement, c'est plus le sujet alors. Je pense qu'elle va nous dire. Rendez-vous en 2025. Voilà, je suis d'accord, elle ne peut pas se dédire, elle peut pas, parce que sinon elle nous ferait perdre entre guillemets un peu de la lisibilité qu'on a. Donc elle avait dit 3 baisses de taux, donc elle va peut-être dire 2 ou 1,5. On verra comment ça va se pivoter. Et puis on aura les perspectives 2025 qui arriveront et on se dira bon voilà, il y a peut-être des choses à faire. Mais je pense que l'enjeu est ailleurs. Globalement, la mission elle est remplie, l'économie ralentit, mais elle est quand même dans une bonne trajectoire. Puis maintenant, on verra quelle est la prochaine administration. Ils n'ont pas de raison de se presser, de se hâter. D'accord, avec cette idée, j'imagine, Thomas, il n'y a pas d'urgence pour la Fed. Il y a un rendez-vous politique majeur également en novembre pour les États-Unis. Est-ce que ça peut d'ailleurs... tout comme les élections européennes ne devaient pas être un market mover, bon, là, à l'inverse, on imagine que les élections américaines pourraient être un market mover, en tout cas pourraient créer des choix, des décisions chez les investisseurs peut-être différentes en fonction du résultat.
Ouais, ou pas. Parce que c'est ça. Peut-être que c'est ça l'histoire de 24. Ça bouge en Europe, mais ça n'aura pas bougé tant que ça aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, on est, les entreprises américaines sont sur des trajectoires de croissance des résultats qui sont quand même assez solides, impressionnantes. Donc après, changement alternance politique, je sais pas. Faut voir mais effectivement, l'enjeu est maintenant ailleurs, mais et il est probablement sur la partie longue des courbes de taux. Ouais. C'est-à-dire que si on est d'accord pour dire maintenant que les taux courts sont à peu près au bon endroit, c'est probablement les taux longs qui sont trop bas parce que les courbes restent quand même inversées. Et si les taux longs sont trop bas, et vu les trajectoires des déficits budgétaires des deux côtés de l'Atlantique, il est bien possible que ça soit ça, effectivement, l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire que et en plus, quand on voit les comportements, les politiques d'investissement des gens qui financent les déficits budgétaires, c'est-à-dire en gros les pays qui ont des grosses réserves de change en dollars et qui en ont moins besoin maintenant parce que, je sais pas, l'Inde peut acheter son pétrole dans sa devise ou en renminbi à la Russie, parce que le Brésil peut acheter des machines-outils à la Chine, etc. Eh bien, en fait, c'est peut-être ça le problème. Et si les taux longs sont trop bas, les valorisations sont trop élevées. Et donc, les multiples en tout cas sont trop élevés. Ouais. Et donc, sauf s'il y a une continuation de la trajectoire de croissance des résultats, là, pour le coup, vous pouvez avoir une compression de multiples qui fait qu'il y a une correction de marché à ce moment-là. Donc ça, c'est même de nature à rappeler à l'ordre alors des thèmes ou des valeurs qui ont paru être complètement insensibles à ces logiques de taux jusqu'à présent, si vous voyez à quoi je fais référence. L'IA, Nvidia, etc. Ouais. Que les taux soient à 4, 4,5, 5. T'as pas l'impression que ça perturbe beaucoup pour l'instant la dynamique Nvidia. Non, ça la perturbe pas. Avec, quoi. Alors bon, cette dynamique-là, elle est aussi très spéculative. Hein. Ah. Et ça, là on rentre dans des logiques de. Alors je n'oserais pas dire de bulles parce que j'en sais rien. Non. Mais quand vous regardez les graphes de ces valeurs-là, ça ressemble quand même à des trajectoires. Ça mérite une vigilance particulière. Ouais, tout à fait. et après, soit vous êtes dans une logique du gagnant prend tout et effectivement c'est les bons paris, soit vous pensez qu'il y a une telle disruption technologique. J'ai déjeuné encore à midi avec des gens qui travaillent dans ce secteur-là, qui disaient en fait prendre 6 mois d'avance, c'est prendre une avance considérable aujourd'hui dans l'IA. Et donc en fait ça peut changer à tout moment. Et donc potentiellement ce secteur, si je veux être les positions sont loin d'être établies aujourd'hui. Si je veux être très provoquant, je dirais que le secteur est ininvestissable. Ouais. Mais pour un investisseur de long terme. Pour un investisseur de long terme, exactement. Non, mais pour revenir à l'histoire des taux, effectivement, c'est pas parce que même en admettant l'idée que les banques centrales ont bien piloté les taux courts, etc., il n'y a pas forcément de transmission aux taux longs. En tout cas, plutôt, il n'y a pas de raison que les taux longs baissent plus que les niveaux qu'on observe aujourd'hui. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un économiste. Récessionniste majeur. Hein, oui, voilà. J'imagine, mais je pense qu'il y aura un niveau à partir duquel les institutionnels auront intérêt, verront de la valeur là-dedans. Mais en tout cas, que ce soit les banques centrales qui, effectivement, tant qu'ils ne sont pas revenus sur des politiques très accommodantes, achètent moins de papiers gouvernementaux longs. La Chine, qui pour des raisons évidentes, en achètera également moins aussi. Le Japon, qui va rapatrier probablement son épargne à mesure que les taux remontent là-bas. Et puis tous ces pays qui avaient des grosses réserves de change en dollars, qui en ont moins besoin aujourd'hui, en fait, il y a moins d'acheteurs pour des déficits qui se dégradent. Et donc, oui, je pense qu'à long terme, la trajectoire des taux longs, elle est plutôt à la hausse, quoi. Ouais. Sur la tech américaine, même la tech européenne, ça reste les deux secteurs vedettes quand même de cette première partie d'année, Laurent. Il y a une position particulière à ce stade. Mieux vaut en avoir que pas en avoir, j'imagine, mais bon... Alors, je ne sais pas si ce serait la bonne réponse, parce que si ça venait à se dégonfler, voilà. Oui. Je pense que le raisonnement, c'est tant que la trajectoire des profits, et quand on voit l'évolution de Nvidia et celle-ci, on n'a pas trop à s'inquiéter à cette valorisation qui peut faire peur. La question, c'est à quel moment, entre guillemets, ils vont nous dire que la croissance décélère. Je ne saurais pas le timer. Moi, ce qui m'a intéressé dans leur dernière publication, c'est que la nouvelle puce qu'ils appelaient Blackwell, ils ont annoncé 3 mois après, déjà celle d'après. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même un message derrière que moi, je ne sais pas interpréter parce que je ne suis pas expert en technologie, qui est en train de nous dire qu'il y a une course à la pression, à la part de marché pour être le leader de demain. Attention, et donc, une puce à peine disponible ou qui va être disponible, qui est déjà remplacée par la nouvelle un trimestre après,
Je trouve que c'est un signal qui flash un peu rouge. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, mais le pressentiment n'est pas très bon. Ça veut dire qu'il y a une course à la technologie, Ça, ouais. à l'innovation qui s'accélère et qui peut devenir dangereuse. Ouais. Voilà, mais sinon je suis assez d'accord, bien évidemment. L'ajustement dans la durée, c'est certainement des taux qui seront peut-être un petit peu plus longs que ce qu'on Plus pouvait élevés, imaginer, ouais. mais pas non plus choquant par rapport au niveau actuel, mais 50, 100 points de base ne serait pas peut-être totalement anormal. Et dans ces conditions, il y a beaucoup de gens qui ont parié sur le secteur de la technologie. Dans ces conditions, peut-être qu'il faudra un petit peu rétro-pédaler et aller utiliser les opportunités sur les acteurs et secteurs qui ont été attaqués dans la période. Voilà, si les taux ne venaient pas trop bouger, les financières, ça peut être intéressant. Trop tôt pour le faire, mais ça peut se réfléchir cet été ou à la rentrée. Ouais, j'entends bien, mais en Europe, ce sont les deux secteurs qui ont le mieux performé depuis le début de l'année jusqu'à présent. Bon, c'est vrai que les vendredi financières, dernier. voilà, les Pour les financières ont pris un coup. Bon, c'est le réflexe un peu pavlovien de l'investisseur quand le risque politique remonte, le secteur bancaire et le secteur financier étant souvent en première ligne. Bon, merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette discussion ce soir dans Planète Marché autour des marchés et du risque politique, entre autres. Thomas Friedberger est avec nous, directeur général adjoint de Tikehau Capital, Laurent Dédier, directeur général délégué chez Autingre Banque Privée, et Hervé Goulet-Kerr, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du marché des small et mid cap en Europe, avec notamment le prisme de l'actionnariat familial. Nous en parlons avec Clémence Dorothy-Jacob, qui est gérante chez Richelieu Gestion. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et vous gérez notamment le fonds Richelieu Family chez Richelieu Gestion. Mais de manière un peu globale, comment vous regardez alors, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, ce regain d'intérêt qu'on a vu à travers les performances des marchés, les small et mid cap, notamment en Europe, depuis une paire de mois, j'ai envie de dire, avec un retour de surperformance même de ces petites et moyennes valeurs par rapport aux indices de grande capitalisation. Quels ont été les drivers de ce mouvement et qu'est-ce qui a caractérisé ce regain d'intérêt, Clémence ? C'est vrai, on a un regain d'intérêt qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, puisqu'on a eu 3 mois consécutifs de surperformance des petites capitalisations, mars, avril, mai. Alors, ça n'a pas permis de rattraper le retard, puisqu'en début d'année, elles avaient quand même sous-performé. Et encore, quand on regarde encore plus dans le rétroviseur, encore plus loin, on a 20% de sous-performance depuis 2 ans, 30% depuis 3 ans, les indices stocks. Donc, effectivement, le chemin sera encore long. Néanmoins, on voit vraiment un regain d'intérêt qui va de pair avec une détente des taux longs. Il y a vraiment, c'est assez impressionnant de voir que la surperformance des small caps s'est arrêtée le jour où les taux ont commencé à monter. Et là, la corrélation, elle est immédiate. Elle est immédiate. Et forte. On a des tableaux, on a des graphes, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, en décembre dernier, où on a commencé à avoir une détente du moins des banquiers centraux, moins au quiche, avec quand même une volonté d'accepter dès 2024 des baisses de taux, ce qui n'était pas gagné en début 2023. Là, on a vu un début de regain d'intérêt sur les small caps, et c'est assez intéressant. Après, d'un point de vue sectoriel, on a vu dernièrement aussi une accélération des OPA dans des secteurs qui étaient sous-valorisés, alors du moins qui avaient sous-performé. Énergie renouvelable, c'est un bon exemple. On a à la fois Neoen en France, Encavis en Allemagne, 2 OPA. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, intéressant ou frustrant, si vous gardez le prix après prime d'OPA, on est encore bien en dessous des niveaux de septembre 2022. Donc en fait, c'est très attractif pour un acquéreur, parce que les niveaux sont à la casse. Pour des investisseurs long terme, pour nous, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit on n'a pas trop envie d'apporter dans ces conditions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça dynamise tout le secteur, tous les secteurs. Le marché prend vraiment acte et que là, les fonds de private equity sont revenus. Ou alors les familles sortent de bourse adossées à des fonds. Donc il y a vraiment un niveau de valorisation qui interpelle et surtout dans un contexte. Alors depuis quelques jours, on a un peu plus de difficultés. Il y a un peu plus de bruit. C'est ça. La prime de risque du marché action européen est repartie à la hausse. Néanmoins, on a quand même des éléments macroéconomiques, en plus de la hausse des taux, de la baisse attendue plutôt des taux, qui ont aidé. Et c'est sous-jacent, à la fois l'idée quand même que quelques baisses de taux vont venir aider, ou en tout cas mettre un peu d'huile dans les rouages de la macroéconomie européenne, ça reste un facteur
justement, qui permet de regarder au-delà du bruit politique qui va nous accompagner au moins jusqu'au 7 juillet, pour dire les choses clairement. En tant qu'investisseur de long terme, comme vous dites, Clémence, c'est des fondamentaux qui, normalement, doivent permettre de rester constructifs sur ces marchés-là. Exactement. Et il y a un bon proxy de marché si vous regardez le segment des micro-caps, donc vraiment les plus petites capitalisations, inférieures à 500 millions d'euros de capitalisation. Depuis le début de l'année, on a une performance qui est à peu près en ligne avec les mid-caps. Donc ça veut dire qu'en fait, elles ont arrêté de sous-performer. Alors, elles ont encore un retard qui est très fort, ne serait-ce que face aux small cap depuis 2 ans. Les small cap, ils sont encore, elles aussi, très sous-valorisés par rapport aux large cap, mais les micro cap, c'est vraiment le segment qui était encore plus à la traîne. On voit qu'elles arrêtent, en tout cas, le marché commence à revenir, à s'y intéresser. En revanche, à notre sens, il faudra qu'elles aient davantage le vent dans le dos pour que ça reparte pour que là, on ait l'incrémental, en fait, de performance, puisqu'il va falloir une confirmation de l'amélioration des indicateurs européens. Les PMI, c'est vraiment ce qu'on regarde en premier, les PMI européens. On voyait que ça allait un peu mieux, on est encore en contraction. Il y a certains pays qui peuvent inquiéter, l'Allemagne, au-delà du bruit politique qu'on a ces derniers temps, mais c'est vraiment des indicateurs d'économic surprise aussi en Europe. Ça allait mieux, on était à chaque fois au-dessus des attentes. Ça, c'est vraiment des indicateurs qu'on va regarder en plus des taux et du niveau de l'inflation. Et c'est des indicateurs avec lesquels ces marchés de mid, small, micro sont fortement corrélés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, je veux dire, sur un historique long, c'est des corrélations qui marchent, qui sont très fortes. Alors PMI, les graphiques sont assez éloquents. La corrélation positive entre l'évolution des PMI et la performance des small cap, elle est importante. Et même avec l'évolution du prix du cuivre, qui est un bon indicateur. Le Dr Copper, quoi. Voilà, c'est ça, la bonne santé de l'économie mondiale. Un bon indicateur de l'évolution justement des PIB, etc. Donc il y a ça. Maintenant, c'est vrai que sur ces niveaux boursiers, on a quand même une décote. Moi, j'ai pas vu ça depuis. Ça fait 10 ans qu'on gère le fonds Family Small Cap. On n'a pas vu de décote. Il y avait toujours une prime, parfois même une prime sur la prime, comme en 2020. Ce qui expliquait après l'éclatement de la bulle. Qui est la dernière année de vraie prime pour les small françaises notamment. Exactement. Donc là, c'est assez interpellant. Et puis la croissance des bénéfices par action est dans ce secteur-là. C'est dans les small et mid cap que vous allez avoir de la croissance des bénéfices par action cette année et pas dans les large cap. Dans cette phase de reprise, ces quelques mois de surperformance qu'on peut observer, Clémence, est-ce que vous observez quand même que la qualité est valorisée par les investisseurs? Est-ce que le facteur qualité est pris en compte ou est-ce que c'est quelque chose de plus général, sans grande discrimination à ce stade? Alors, il y a 2 choses. Alors, on voit quand même un regain d'intérêt général. Les flux sont un peu plus importants sur la classe d'actifs small cap en général, et on le voit d'ailleurs, la collecte nous-mêmes, les intérêts des institutionnels, etc. Le téléphone, on appelle. Enfin, ça repart. Donc, ça veut dire qu'en face, nous, gérants, nous achetons. Donc, il y a un mécanisme, il y a quand même plus d'intérêt qui vient. En revanche, il n'y a pas de flux qui viennent en dehors de l'Europe. On n'a pas du tout... mais c'est le problème de toute la classe d'actifs equity européenne, même pour les grandes capitalisations, c'est plus difficile. Donc on a ça qui est intéressant. En revanche, ce qu'on peut voir aussi, c'est que comme à chaque fois que la version au risque baisse, on a quand même des investisseurs qui sont plus enclins à prendre un peu plus de risques. Et c'est vrai que les small cap, les petites capitalisations sont quand même vus comme des titres plus volatiles, donc plus risqués. Et on voit certains titres, mais ça c'est plus corrélé finalement à l'anticipation attendue des taux, certains titres un peu plus endettés qui retrouvent les faveurs des investisseurs parce que le marché se dit, après tout... et ça crée des effets de soulagement un peu parfois violents, brutaux. C'est ça, il y a des titres qui étaient extrêmement vendus à découvert, donc les hedge funds étaient assez présents et on voit que quand on a des journées un peu plus euphoriques, on va dire, c'est ces titres-là qui sont achetés en premier parce qu'ils se couvrent et puis on voit que le marché est capable d'avoir un peu plus d'appétit sur ce qui est plus risqué. Mais en revanche, c'est pas forcément notre philosophie. Nous, on reste vraiment toujours acheter le même type de société. Mais c'est intéressant de voir quand même cette partie-là. Ça régénère quand même de l'appétit au risque, effectivement, même sur ces petites valeurs dans ces compartiments. Qu'apporte le facteur famille, justement, Clémence, 10 ans de track sur Richelieu Family? C'est un thème de long terme, l'actionnariat familial, l'actionnariat de contrôle, etc. Beaucoup d'investisseurs
y voient beaucoup d'avantages. Il y a peut-être aussi des choses à surveiller. Bien sûr. Quand on est Comme à côté toute d'un classe actionnaire de contrôle, est-ce que le minoritaire est forcément bien traité? Ça, c'est toujours une question. Mais qu'est-ce que ça apporte comme avantage C'est un vrai sujet. Clémence? Oui, c'est un vrai sujet. Je veux bien qu'on en dise un mot. Oui. Bien sûr. Il y a des caractéristiques communes, des atouts communs qui sont indéniables. Des entreprises familiales. Chez Richelieu, depuis 10 ans, on a recensé une base d'entreprises familiales. On a un peu moins de 500 sociétés identifiées. Ouais. On compare à une base d'entreprises non familiales, donc qui est à peu près du même acabit. Qui sont des pairs, quoi. Oui, c'est ça, vraiment du même nombre de sociétés. Et les statistiques sont vraiment intéressantes. Dans notre base de données, on a plus de 40% des CIO, donc des patrons d'entreprises familiales, qui sont là depuis plus de 10 ans. Et alors qu'à côté, vous avez 15% des entreprises non familiales sont plus de 10 ans. Donc vous avez vraiment une stabilité à la fois actionnariale, stabilité managériale, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça se matérialise dans les indicateurs financiers. Nos indicateurs financiers des entreprises familiales sont moins volatiles. Vous regardez les retours sur capitaux employés, les investissements en immobilisation, c'est moins volatile. Vous avez quand même une pérennité dans la stratégie qui est vraiment intéressante, et puis une discipline dans l'allocation du capital. Ça c'est évidemment le premier atout, beaucoup moins d'endettement. On a près de 30% de notre base qui est en trésorerie nette positive. Ça veut dire qu'elles autofinancent leur innovation, leur recherche-développement, investissement de long terme s'il en est. Elles autofinancent parfois des acquisitions. Elles n'ont pas besoin de faire appel au marché, ce qui était très intéressant avec des taux aussi élevés. Pas besoin de faire appel au marché de la dette. Même bien au marché equity, capitaux tout court. qui diluerait la famille en plus, donc c'est moins intéressant pour elles. Donc il y a toutes ces caractéristiques-là. Et après, c'est intéressant de voir comment le marché valorise tout ça. Donc il y a deux points de vue. Alors déjà, très souvent, elles se traitent avec une prime, comme tout ce qui est vu comme qualité, avec une discipline, allocation du capital, etc. Donc il y a une légère prime quand même en valorisation, que nous sommes ravis de payer finalement quand vous avez une stabilité. Et surtout, sur le long terme, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a une surperformance boursière qui est très intéressante. Et nous, ce qui nous importait, c'était vraiment de regarder les phases de baisse de marché et de voir comment elles se comportaient. Et en fait, on a vraiment elles résistent mieux en phase de baisse. Ouais. On a une seule exception qui était lors de la guerre commerciale sino-américaine sous l'ère Trump, où là, on avait une amplification de la performance à la baisse familiale, qui est due, à notre sens, à un biais sectoriel. Dans notre base, on a un peu plus d'industrie, un peu Beaucoup plus de d'industrie. tech, et de tech plus vulnérables. Plus sensibles aux frictions et aux tensions commerciales. C'est ça. Dans quel cas, alors, mis à part ce phénomène spécifique, mais dans quel cas, et j'imagine que les échecs ou les mauvaises expériences d'actionnaires familiales, ça doit être intéressant à observer, à analyser en tout cas. Dans quel cas est-ce que ça peut être un vent contraire pour l'investisseur minoritaire? Il y a plusieurs choses. Vraiment, il faut qu'il y ait une convergence d'intérêts entre nous, minoritaires, et la famille pour une création de valeur boursière. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés... Donc bien comprendre la stratégie de la famille, où elle veut aller, ses enjeux familiaux peut-être même de succession, de transmission. Alors ça, c'est encore autre chose. Oui, mais est-ce que la famille est claire avec sa stratégie, ses enjeux, et est-ce qu'elle est transparente avec ses objectifs? Et est-ce que vraiment pour elle, la progression de son cours de bourse est important, ou on a quand même une dictature du court terme en bourse, et on a une valorisation dans notre fonds qui est quotidienne, donc évidemment on a quand même des besoins de performance. On ne peut pas attendre 10 ans, quoi. C'est difficile. Non, mais il faut le temps long, bien sûr. D'où l'intérêt d'avoir une gestion agile et active, et de pouvoir égrener ou augmenter nos positions en fonction de ça. Donc vraiment essayer d'avoir ça. Et puis la gouvernance, en fait, c'est le nerf de la guerre. Pour nous, c'est un critère très important de sélection des entreprises. C'est-à-dire que on a sous-pondéré dans nos critères ESG la gouvernance parce que en fait, elles sont mal notées en ESG parce que l'indépendance du conseil d'administration, elle est moins forte. Donc évidemment, elles se font plutôt saquer par les agences de notation. Mais pour nous, c'est plutôt bien que la famille soit au board. En revanche, la gestion de la succession, c'est éminemment très important. Le fait que la famille dirige ou pas, pour nous, ce n'est pas un critère. Parce qu'on a des exemples où la succession s'est très mal passée. On va citer personne. On a des exemples où finalement, on a des sociétés qui, depuis le départ de leur fondateur,
sont les plus belles réussites d'entreprises familiales. Publicis, L'Oréal Ouais. ont été gérées par la famille que les quelques années. C'est pas un facteur de vie discriminant, quoi. Non, ça ne l'est pas, parce que justement, la sélection, la façon pour nous de juger une société, son management ne va pas dépendre de ce critère familial ou pas. Ouais. On va regarder plutôt ce qu'on appelle le track record, quand le management a fait des acquisitions, est-ce qu'il y a eu des créations de valeur. On va regarder la façon de communiquer au marché. Ça, c'est vraiment le point le plus important. La transparence. Et parfois, ça peut manquer dans certaines entreprises familiales, et ça, c'est un élément important. Qui se sentent moins obligés, peut-être, que C'est ça, d'autres types d'entreprises d'être transparentes et d'avoir une communication financière appropriée. Bon, après, quand on est coté, on accepte les règles, effectivement, du marché coté. Merci beaucoup, Clémence. Merci. Clémence de Rottiacob qui était avec nous pour évoquer les enjeux des marchés de small et mid cap en France et en Europe, gérante chez Richelieu Gestion.